Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme tous les week-ends pour le débrief hebdo de la semaine et puis surtout pour préparer la semaine qui arrive. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un bon week-end, j'espère que tout est ok pour vous. Juste avant de commencer, comme d'habitude, eh bien, je vous invite tout simplement à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et surtout à nous rejoindre dans le serveur Discord. Vous avez le lien en bio et en description. On va commencer donc par faire un retour sur les événements marquants de cette semaine. Ça a commencé dès le début avec pour la première fois depuis 2007 la Banque Centrale Japonaise qui a rehaussé ses taux d'intérêt directeurs et pour la première fois depuis 2016 donc des taux d'intérêt au Japon qui repassent en positif. Ça a eu un certain nombre de répercussions sur les marchés et notamment sur l'indice japonais, le Nikkei, qui s'est envolé à plus de 41 000 points. Au-delà de ça, le Japon, enfin la Banque Centrale Japonaise, a annoncé stopper sa politique de contrôle de la courbe des taux et stopper ses achats d'ETF. Donc des changements de politique qui s'expliquent principalement par un retour de l'inflation au Japon, on l'a vu avec les résultats cette semaine, et un chômage et des salaires qui repartent à la hausse. L'autre fait marquant cette semaine, ça a été évidemment le FOMC, qui a entraîné beaucoup d'agitation sur les marchés, et tout particulièrement sur le cours du dollar américain et des taux aux États-Unis. On a vu le taux à 2 ans qui est remonté, le taux à 10 ans aussi qui a explosé les 4,4%. Alors, ce FOMC, il a été un petit peu particulier, puisqu'il n'y avait pas forcément d'attente concernant le chiffre en lui-même. On savait que les taux allaient rester à 5,5%. Par contre, on a eu un Jérôme Powell particulièrement rassurant durant sa conférence de presse, malgré les datas d'inflation qu'on a eu ces dernières semaines qui, elles, n'ont pas été très bonnes. Donc vous le voyez ici, on le voit très bien, au moment du FOMC, on a un dollar qui s'est totalement écrasé, et puis en deuxième partie de semaine, le marché a quand même compris que le contexte restait négatif, défavorable, et avec beaucoup trop de pression inflationniste, le mouvement qui a été créé au moment du FOMC a totalement été ravalé, et on a même cassé une nouvelle structure sur le cours du dollar. D'accord? Ce qui nous a permis d'ailleurs de faire de très belles prises de position. Je pense notamment à EURUSD, qu'on a eu la possibilité et l'opportunité de reprendre à la vente. Et d'ailleurs, EURUSD qui arrive bientôt sur notre TP final, zone sur laquelle potentiellement on pourrait envisager de repartir à l'achat dans un second temps. Ok, ça nous a permis aussi de prendre une petite position vendeuse sur le gold, d'accord? Malgré ça, elle a été coupée assez rapidement. On verra semaine prochaine si éventuellement on envisage une nouvelle prise de position. Alors maintenant, si on s'attarde un petit peu sur ce FOMC, on a vu que voilà, les projections, notamment des chiffres PCE, restaient plus élevés que ce qu'on avait au mois de décembre. On a le pétrole aussi qui est particulièrement haussier, qui amène un certain nombre de pressions inflationnistes. Et on a vu un petit peu dans les différents secteurs de l'économie américaine qu'il y avait certains endroits, certains secteurs justement, où l'inflation peinait à ralentir et à se diriger vers la target de la Fed, à savoir les 2%. On rajoute à cela évidemment des tensions géopolitiques. Alors là, les derniers en date sont arrivés vendredi soir, donc les marchés sont clôturés le week-end, vous le savez, mais attention, dès l'ouverture lundi matin, potentiellement un regain de stress et de volatilité sur les marchés. Évidemment, je fais référence aux attentats qu'il y a eu à Moscou vendredi soir, qui vont raviver et exagérer, exacerber, j'ai envie de même dire, les tensions à l'échelle internationale. Donc il va falloir être vraiment très attentif vis-à-vis de ça. Ça, c'était du côté macroéconomique, et puis du côté microéconomique, on a eu des choses assez intéressantes aussi cette semaine, avec notamment Apple, qui a été en grosse difficulté, on le voit sur le classement des grosses capitalisations de la tech. Apple qui commence à se replier assez fortement. Alors, on en a parlé cette semaine, et on a tenté d'expliquer un petit peu les raisons de ces difficultés-là. L'IA, voiture électrique, pas mal de projets qui ont été un petit peu arrêtés en cours de route, et puis justement cette course à l'intelligence artificielle dans laquelle Apple ne s'est pas vraiment mis jusqu'à maintenant. Donc ça va être intéressant à suivre, parce que comme je vous l'expliquais, potentiellement, on le sait, on a une hyper concentration des marchés aujourd'hui autour de la tech, et donc si Apple était amené à voir certains de ses concurrents se retrouver dans une situation un petit peu délicate, cela pourrait amener une certaine pression vendeuse sur certains indices, notamment du côté américain, mais pas forcément seulement. Donc évidemment une situation à laquelle on va rester particulièrement attentive. Et puis justement, en parlant des indices, on le voit, Apple qui depuis plusieurs mois maintenant sous-performe très clairement le S&P 500. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si Apple est une valeur, est une action que vous possédez au sein de vos portefeuilles, ou est-ce qu'au contraire c'est quelque chose qui ne vous intéresse absolument pas. Je serais curieux de savoir un petit peu parmi vous qui en possède et qui n'en possède pas.
Donc voilà un petit peu pour les faits marquants de cette semaine, même si évidemment il y a eu d'autres petits éléments d'un point de vue macroéconomique. Et puis on va pouvoir désormais se tourner un petit peu plus précisément donc sur la semaine qui arrive, sur la semaine qui nous attend, qui s'annonce elle aussi très agitée. Alors, dans une moindre mesure, puisque on n'aura pas forcément le même type de catalyseur, mais vous allez voir qu'en deuxième partie de semaine, ça va être assez simple. Pour la journée de lundi, on va commencer avec un petit discours de Christine Lagarde. On se met en forme, petit début de semaine, petit discours de cri-cri. Parfait pour commencer et être en forme pour le reste. L'après-midi, on aura un discours de Monsieur Bostic, donc membre du FOMC. D'ailleurs, ça sera un des éléments intéressants de cette semaine, c'est qu'on va avoir pas mal de membres du FOMC qui vont s'exprimer tout au long de la semaine et qui vont d'ailleurs peut-être nous donner des petites explications sur les disparités qu'on voit au sein du FOMC, justement sur la politique à mener dans les mois à venir. On voit qu'il y a certains membres qui restent encore très hawkish, d'autres qui sont beaucoup plus dovish, donc peut-être qu'on aura des explications à ce sujet-là. Et puis dès l'après-midi, on aura les ventes, les chiffres sur les ventes de logements neufs aux États-Unis. Mardi, journée assez intéressante aussi, avec à nouveau des chiffres d'inflation au Japon, la confiance des consommateurs en Allemagne, la croissance en Espagne, et puis l'après-midi du côté américain, le chiffre phare de ce début de semaine, ce sera la confiance des consommateurs. Vous savez que c'est un résultat qui est particulièrement intéressant pour nous, toujours dans ce contexte d'inflation. Pourquoi? Parce que qui dit des consommateurs qui ont une confiance dans l'économie, une confiance dans le marché, dit potentiellement des consommateurs qui vont dépenser leur pouvoir d'achat, utiliser leur pouvoir d'achat, et donc potentiellement, c'est un élément qui pourrait participer à un rebond de l'inflation. C'est d'ailleurs ce qu'on avait observé depuis le mois de décembre. Mercredi, journée beaucoup plus calme, avec très peu de catalyseurs, ça sera un petit peu le calme avant la tempête, et avant une deuxième partie de semaine qui s'annonce très chargée. On aura la croissance au Royaume-Uni, le chômage en Allemagne dans un premier temps, et puis dès l'après-midi du côté américain, les chiffres de la croissance avec le PIB sur le 4e trimestre. Mais ce ne sera pas le seul résultat, puisqu'on aura aussi les inscriptions hebdomadaires au chômage et les indices Michigan. Vendredi, ce sera vendredi saint, d'accord, donc pas mal de marchés fériés. Cependant, on aura des résultats tout de même assez intéressant avec l'inflation, avec les chiffres IPC en France, et c'est très intéressant, ce qui va vraiment pour moi être le chiffre phare de l'ensemble de la semaine, les chiffres PCE, donc aux États-Unis, suivi d'un discours à nouveau de Jerome Powell à 16h30. Donc vous voyez une fin de semaine qui va être particulièrement agitée, particulièrement mouvementée, avec de nombreux catalyseurs qui vont potentiellement amener pas mal de volatilité sur les marchés, donc il faudra être particulièrement prudent vis-à-vis de tout cela. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire là-dessus. En termes de prise de position concrètement, du coup, vous voyez qu'on n'a plus forcément grand-chose actuellement sur les tradis, à part toujours cette petite vente sur EURUSD. On a quelques autres petites positions aussi sur le Forex, mais globalement sur les indices, nous ne sommes plus positionnés. Alors moi, ce que j'attendrais potentiellement, notamment sur le S&P et puis le Dow Jones, ça serait de revenir, voilà, travailler les zones qui ont été cassées au moment du FOMC, sur les 39 300 points, on va dire, pour le Dow, et les 5200 points pour le S&P 500. Et puis pour les Européens, c'est pareil, hein, pas forcément de nouvelles choses à dire, hein. On est reparti très fort à la hausse sur le FTSE. Le DAX et le CAC qui sont toujours très haut perchés. Donc voilà, pour le moment sur les indices, pas de nouvelles positions. Vous l'avez vu tout à l'heure, mais du coup sur le gold, pareil, on n'est pas en position. Sur le pétrole, on attend potentiellement de venir chercher un petit peu plus haut pour aller chercher de la vente. Si jamais ce scénario-là ne se valide pas et ne se met pas en place, on fera l'inverse. C'est-à-dire qu'on ira chercher du long une fois qu'on aura récupéré cette zone sur laquelle pour moi il y a beaucoup de liquidité à revenir chercher. Voilà ce que je pouvais dire sur la partie traditionnelle. On va terminer cette petite vidéo avec un point du coup sur le marché crypto. Pas beaucoup de nouveautés là non plus sur le marché crypto, notamment sur BTC qui est resté relativement calme sur les 7 derniers jours, vous le voyez, à peine plus 1%. Par contre, ça a été beaucoup plus agité, beaucoup plus mouvementé du côté des altcoins, avec un marché assez segmenté, assez hétérogène, comme vous le voyez actuellement à l'écran. On a certains qui ont fait de très belles pertes, je pense à APT et ICP notamment, et d'autres qui ont été beaucoup plus en difficulté, comme le Polkadot ou encore INJ. Alors moi, pour vous expliquer un petit peu, mon scénario sur Bitcoin il est toujours le même, c'est-à-dire que j'attends, étant donné la zone sur laquelle on est actuellement, un retour plutôt en direction des 59 000 $, notamment pour venir récupérer tous les ordres qui sont en attente en bas, justement. Alors ce scénario là, c'est tant qu'on reste sous la zone de résistance des 68 500, 69 000. Si le marché fait que on vient chercher cette zone de liquidité, puisque vous voyez qu'on a une belle buy side quand même ici, et qu'en prenant cette liquidité, on prend appui sur cette zone, alors derrière, effectivement, il faudra viser plutôt 75 000. Mais tant qu'on reste sous ce niveau-là, pour moi, il y a plus de probabilité pour le marché de revenir chercher les lots en direction des 59 000, voire même potentiellement plus bas. Sachant que, voilà, on va aussi approcher du halving, qui
qui arrive dans moins d'un mois désormais, et on peut se poser la question potentiellement, est-ce que au moment du halving on n'aurait pas une sorte de petit sell the news, un petit peu à l'image de ce qu'on avait eu au moment de l'approbation officielle des ETF? Est-ce qu'on pourrait pas imaginer un scénario un petit peu similaire, où en fait au moment du halving il y aurait des profits qui soient réalisés par les acteurs du marché, et donc un marché justement qui serait amené à respirer un petit peu? C'est une possibilité, c'est une probabilité, maintenant voilà, on verra ce qu'il adviendra, mais je trouve que c'est un scénario, une hypothèse intéressante, probable, envisageable, et donc à intégrer potentiellement dans notre vision du marché. Voilà sur Bitcoin, sinon c'est vrai que j'ai pas forcément beaucoup d'autres choses à vous dire, hein. Là on voit qu'on a un open interest qui repart assez fortement à la hausse aujourd'hui, avec des fundings aussi qui repartent à la hausse. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de positions acheteuses qui sont ouvertes actuellement sur le marché. On voit que sur les spots, alors malgré qu'on reste sur un delta négatif, on a aussi du rachat. Alors la question qu'on va se poser, c'est est-ce que ces acheteurs vont être capables de reprendre la main sur le marché, ou est-ce que en fait ces acheteurs ils ne vont pas être suffisamment forts et donc ils vont se faire liquider? En fait on va avoir tout simplement un long squeeze, donc avec potentiellement une mèche justement en direction des 59 000 $. Attention aussi, parce que je vous rappelle que ce genre de mouvements là on les observe assez régulièrement le dimanche, hein, donc soyez prudents. Moi je vous le redis, mais personnellement j'attends vraiment le lundi pour me positionner, hein. Je n'ouvre jamais de position le dimanche soir, tout particulièrement sur Bitcoin, très risqué. Donc voilà, on va rester attentif à cette situation là. Globalement sur Ether, c'est pareil, c'est à peu près toujours la même chose, même si pour moi sur Ethereum, je vous l'ai déjà expliqué, mais le bottom a été touché, d'accord? Pour moi en 4 heures, voilà, on a récupéré toute la liquidité, on a récupéré tous les lots. Je vois bien de la continuation haussière maintenant en direction des précédents plus hauts et potentiellement par la suite en direction d'un nouvel ATH. Après on surveillera bien évidemment si on a un Bitcoin qui dévisse totalement à 53 000 $, probablement qu'Ether le suivra, sachant que bon, pour le moment effectivement la dominance du Bitcoin a diminué un petit peu, mais elle est sur une zone support assez intéressante, sur laquelle d'ailleurs elle rebondit bien pour le moment, et on voit la paire Ether-BTC qui peine toujours un petit peu en weekly à rebondir de manière vraiment puissante sur cette zone de support. Tant qu'on n'a pas ces confirmations là, ces signaux là, ça va être compliqué d'envisager réellement une reprise d'Ether qui va se mettre à driver le marché et qui potentiellement nous amènera plus tard en direction d'une alt season. En parlant des alts justement, quelques petites positions cette semaine avec notamment Avax que je vous ai présenté. D'accord, DYDX et Matic toujours en attente. Le FTM qui reste particulièrement fort, même si pour le moment on semble être rejeté sur cette zone de résistance weekly, hein, donc potentiellement que ce scénario là ne va pas se mettre en place. Il faudra plutôt envisager un scénario comme celui-ci, d'un retour sur le support précédent pour ensuite aller casser et repartir vers le haut. D'accord? Donc ce qui nous offrira d'ailleurs une nouvelle opportunité d'achat, un renforcement de position intéressant à réaliser potentiellement sur cette zone. Donc voilà, il y avait un petit setup que je surveillais sur le Tao aussi, hein, que j'ai d'ailleurs pris en position fin de semaine dernière, d'accord. Pour le moment, pas trop de réaction sur la zone d'achat, d'accord. Je me suis laissé un petit peu plus de marge sur mon SL que ce que j'avais prévu initialement, mais l'objectif pour moi est toujours un retour en direction des 743 $, là sur laquelle on a une très belle zone de liquidité à revenir chercher. Maintenant voilà, je reste quand même très prudent sur mes positions sur les alts. Pourquoi? Parce que ils sont beaucoup plus compliqués à trader, ils vont être beaucoup plus sensibles à la volatilité et aux différents mouvements qu'on a sur Bitcoin. Donc voilà. Je vais terminer cette partie là sur les cryptos avec 3 cryptos low cap que je considère comme des cryptos pépites que je vais vous partager. Alors attention, ce n'est pas du conseil en investissement, d'accord? Ce sont des projets qu'on travaillera ensemble dans la partie préparation de bullrun avec les membres premium du serveur Discord, d'accord? Mais c'est 3 projets intéressants que j'ai commencé à ajouter dans mes backspots et notamment dans mes wallets risqués. Là ça va être évidemment des investissements plutôt risqués, mais sur lesquels potentiellement on va aller pouvoir chercher des rendements assez intéressants. Le premier c'est le Earl Finance. Alors je pense que celui-là c'est potentiellement un projet dont vous avez déjà entendu parler parce qu'il est un petit peu connu, mais malgré ça on est quand même sur une capitalisation très faible, hein. Vous voyez, il est 2744e au classement des cryptos, donc voilà, ça reste quand même une low cap, mais un projet assez intéressant qui a pour moi du potentiel, une tokenomics qui nous permet d'envisager un potentiel à l'avenir assez intéressant. Et puis surtout ce que j'ai pu remarquer, c'est que c'est un projet et c'est une crypto qui est détenue par de très gros portefeuilles qui ont réalisé des très belles performances lors des derniers mois, et ça c'est un truc assez intéressant. Alors c'est une crypto que vous pouvez retrouver sur BitGet en plus,
pas seulement hein, sur Gate.io et MEXC aussi, mais voilà, elle est assez facile d'accès. C'est un projet qu'on travaillera en détail dans la partie premium avec les membres justement premium du serveur Discord, mais voilà, je tenais à vous la partager. La deuxième, c'est le projet Thales, donc là c'est peut-être une crypto aussi dont vous avez déjà entendu parler, toute petite capitalisation, là aussi encore plus petite que la précédente. Il faut être prudent par contre, parce que là on a seulement 50% de la supply qui a été mise en circulation, d'accord, donc attention à ça, il va falloir creuser un petit peu niveau tokenomics sur comment va être alloué les 50 autres pourcents de cette supply justement, mais là aussi un projet intéressant, d'accord, qui a pour moi du potentiel, et c'est là aussi un projet bien évidemment qu'on travaillera avec vous dans la partie premium. Alors là par contre un petit peu plus difficile d'acheter, alors vous l'avez sur Gate.io et MEXC, sinon il faudra passer par des DEX tout simplement comme Uniswap ou encore Camelot pour se procurer cette crypto. Et puis la dernière c'est le HOLAS. Alors le HOLAS, je vous en avais déjà parlé hein, pour les membres premium dans certains lives, et puis on en avait déjà parlé un petit peu dans la partie prépa bullrun. Là aussi un projet assez intéressant. Alors une market cap un petit peu plus élevée, mais ça reste quand même un projet vraiment petit, vraiment en phase de lancement, on va dire. Projet très intéressant aussi, beaucoup de potentiel. Pardon, listé aussi déjà sur des exchanges importants à l'image de BitGet. Voilà, et là aussi une tokenomics qui nous permet d'envisager des rendements assez intéressants. Pareil, on travaillera et on creusera un petit peu plus ce projet dans les séances de préparation bullrun avec les membres premium. Mais voilà 3 crypto-monnaies que je considère comme pépites, même si j'aime pas parler de ça, j'aime pas trop ce terme-là. En tout cas, ce sont des low cap avec des potentiels vraiment intéressants. Je rappelle bien que ce n'est pas un conseil en investissement, c'est pas parce que là je vous en parle qu'il faut foncer et aller acheter ces crypto-monnaies directement. Moi je les ai intégrés aussi dans mon portefeuille parce que ça correspond à mes stratégies, ça correspond à mes objectifs de rendement, ça correspond au niveau de risque que je veux prendre. Donc voilà, c'est pas parce que moi j'ai acheté ça que ça sera forcément cohérent pour vous d'acheter ça. Si vous avez un profil d'investisseur par exemple, où vous voulez prendre relativement peu de risques et vous cherchez pas forcément des rendements de dingue, c'est pas forcément des cryptos qui vont vous intéresser, d'accord? On termine cette petite vidéo avec un point sur les résultats de la semaine, des résultats qui ont été plutôt bons, d'accord? Alors on n'a pas fait une semaine de dingue non plus, mais malgré des difficultés, malgré certaines erreurs dans des scénarios qu'on avait identifiés, on a été capable de préserver le capital. Et ça c'est très très important. C'est le fait de quand on traverse des semaines difficiles, quand on a certains scénarios qui ne se mettent pas en place, hein, ça a été le cas sur le S&P, sur le Dow Jones où on a été stop loss, et ben on a quand même réussi quasiment partout à maintenir le capital, à préserver le capital, et ça c'est vraiment très très important en trading, d'accord? La première chose à faire c'est de ne pas perdre. D'accord, donc voilà, plutôt intéressant. Alors évidemment un petit peu moins bien que la semaine dernière hein, qui avait été vraiment extraordinaire, mais franchement on est sur un bon mois de mars hein. On est sur un très très bon mois de mars en termes de performance. Je suis à peu près, si ça tient encore là 5-6 jours, je devrais terminer le mois de mars avec une perf de plus 10%, ce qui serait mon meilleur mois hein, depuis le début de l'année 2024. Donc c'est plutôt pas mal, et ce qui serait d'ailleurs mon meilleur mois depuis le mois d'août dernier. Donc franchement je suis très très content pour le moment de ce mois de mars. Et puis voilà, je vous ai partagé aussi le planning de la semaine, ok, avec les différents lives qu'on pourra retrouver. Donc vous voyez qu'il y aura pas mal de contenu à nouveau cette semaine. Et puis pour ceux qui étaient un petit peu moins présents ces derniers jours, je vous invite à aller voir toutes les vidéos qu'on a pu vous partager sur la chaîne YouTube. D'ailleurs on arrive bientôt aux 6000 abonnés sur YouTube, donc merci à vous de nous suivre. Si vous ne le faites pas encore, vraiment let's go, allez-y, n'hésitez pas. Et puis justement allez voir aussi la vidéo que je vous ai partagée vendredi matin, dans laquelle je vous présente pour moi la nouvelle narrative dont personne ne parle en ce moment, qui va tout exploser durant cette année 2024. Voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire aujourd'hui les amis. Pour ceux qui sont sur Twitch, ne bougez pas, je vais rester encore un petit peu avec vous et répondre à vos questions. Pour ceux qui regardaient la vidéo YouTube, merci beaucoup de l'avoir regardé, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et à nous rejoindre dans le serveur Discord. Je vous souhaite à toutes et à tous un très très bon dimanche et je vous dis à très vite. Ciao tout le monde, c'était Alex pour Blockchain Capital.